Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que nous soyons un peu plus nombreux à nous confronter vraiment à cette difficile question de comment arriver à faire, par exemple, que la question de l'information citoyenne, l'information partagée, corresponde à ce qu'on veut mettre en place, à ce que votre génération veut mettre en place. On est une sorte de dérapage, une sorte de décalage entre tout ce qu'on dit en matière de participation. On sait qu'il y a du pipeau dans tout ça, mais quand même, il y a une sorte de... On voit bien qu'on ne peut pas aller continuer comme ça, on voit bien qu'il faut trouver d'autres moyens de vivre ensemble. Et en même temps, même les personnes qui sont convaincues de ça agissent en matière de communication exactement de la même manière que ceux qui vendent des savonnettes. Donc moi je trouve que là il y a vraiment à travailler sur des choses importantes et plus on approfondit ces questions-là, plus on s'aperçoit par exemple que toute cette culture fascinante qu'on nous a un peu imposée, qui est le branding, est une culture absolument contre-productive en matière de démocratie, que c'est en fait un désastre et qu'on nous fait faire des choses qui ne sont pas profitables aux citoyens. Pour ce 9e épisode du Radiographe, nous avons eu l'honneur de rencontrer un grand monsieur du design graphique puisque nous nous sommes rendus chez Rudy Bord il y a quelques semaines. Si beaucoup de personnes le connaissent pour son travail de signaléticien, cela n'est pourtant que l'une des nombreuses cordes qu'il possède à son arc. Comme à notre habitude, nous avons discuté de design, mais aussi et surtout de sa pratique singulière en qualité de designer, mais aussi en tant que professeur, ancien galeriste, gérant d'un atelier réparti à Paris et Zurich et fondateur de l'Institut Civic City et du laboratoire IRB. Dans l'heure qui va suivre, vous entendrez donc parler d'architecture se mêlant au design graphique, de recherche de durabilité, de systémie, de l'importance de la contextualisation, du design comme attitude et aussi d'engagement, d'inégalité et d'urbanité. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Alors, donc Rudy Bord, votre parcours en tant que designer a débuté à la fin des années 70, à la suite de vos études, et durant vos premières années, vous avez monté vos 2 premiers ateliers à Paris et à Zurich, commencé à donner des cours autour de la notion d'espace information. Vous avez également fondé une galerie nommée Projet, et travaillé en tant que graphiste pour de nombreuses institutions culturelles et artistiques, en travaillant énormément dans le domaine de l'édition. Et depuis lors, votre nom est devenu une référence dans le domaine de la signalétique, avec certainement le plus connu de vos projets, la mise en place de la signalétique du Centre Pompidou pour sa réouverture au début des années 2000. Et puis aussi donc, une référence de la mise en place de l'information dans l'espace public, notamment grâce à la création de l'Institut Civic City. Mais avant d'entamer la discussion sur ce qui forme votre quotidien graphique actuel, nous aimerions revenir aux origines de votre pratique en vous demandant d'où vient votre intérêt pour le design, plus particulièrement le design graphique, à la toute base. On va remonter encore un peu plus loin, on va remonter en 1974. Au moment où je décide de faire des études, j'avais le choix entre différents types d'études, après avoir passé mon bac, et c'était la première crise pétrolière, comme quoi ça remonte à Jérusalem. Et à l'époque, on croyait vraiment que le métier d'architecte était quasiment à sa fin. C'était une grosse crise. On l'a un peu oublié, mais c'est le premier moment où, en fait, les systèmes capitalistes ont sombré après la guerre, C'est le premier moment où il y a eu redescente. Et donc, on n'avait pas l'habitude de cette culture de la crise qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il y avait une sorte d'illusion de la fin qui commençait à se développer. Et donc, venant d'une famille d'architectes, tout le monde m'a dit surtout ne fais pas architecture. Parce que les studios étaient tous en train de licencier ou de fermer.
Et donc, il fallait trouver une alternative. Et l'alternative, pour moi, c'était trouvée dans la question graphique. Mais toujours avec une sorte de... Qu'est-ce que je peux dire ? De recherche de la durabilité. Je crois qu'il y avait dans le graphisme à la fois une fascination de ce court terme par rapport à l'architecture et de cette, je dirais, légèreté de ce qu'on peut mettre en œuvre si on compare à l'architecture. Ça, c'est vraiment les points positifs et que je n'ai cessé ensuite auxquels je n'ai cessé de profiter et de considérer que c'est vraiment la beauté de ce métier. Autant en même temps, il me semblait que l'éphémère maximum, c'est être en permanence en train de faire des choses qui durent 3-4 jours, qui ont une visibilité de 3-4 jours, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc assez rapidement, je me suis en effet plongé dans des questions un peu de système. C'était en Suisse, donc j'étais à Zurich et j'étais assez proche d'un milieu qui connaissait bien Müller-Brockmann, qui profitait un peu de ce début de systémique qu'avait mis en place cette génération, qui était bien plus âgée que moi, qui avait 70 ans alors que j'avais 20 ans, mais qui était fascinante parce que c'était la première génération, me semble-t-il, qui considérait vraiment le design graphique non pas uniquement dans le faire d'un objet, mais dans le faire d'un système qui permet de générer des formes et qui permet éventuellement, avec à l'époque un grand autoritarisme que j'ai ensuite remis en question. C'est le point qui me... moi, je suis en Suisse, on appelle ça les Suisses de l'étranger. Les Suisses qui sont nés à l'étranger, mais qui ont encore le passeport, donc qui ont une sorte de rapport difficile avec ce pays. Et moi, je l'ai, indéniablement. C'est à la fois, je suis fasciné par certaines choses et je rejette d'autres choses que mes citoyens admirent. Et je me sens aussi bien étranger en Suisse qu'étranger ailleurs. Donc voilà, tout ça faisait que il semblait important, et pendant ce moment où je me suis formé, parce que c'est vraiment les 4-5 années que j'ai passé à Zurich, il y a eu ce moment de formation, je pense, d'une certaine pensée. Moi, j'étais beaucoup plus proche des Italiens, donc des radicaux italiens, de ces personnes qui étaient extrêmement, là aussi, sur une systémique, mais avec une sorte de poétique latine qui me fascinait. Et donc, c'est bien des personnes, à la fois des graphistes comme Franzoni, des graphistes comme Bruno Monari. Voilà, c'est un peu ces gens-là que j'avais en modèle, plutôt que les Suisses de Zurich ou les Suisses de Bâle, puisque la discussion était toujours entre ces deux-là. Ça me fascinait un peu, mais pas tant que ça. Ce qui me fascinait en eux, c'est leur ouverture. Müller-Brockmann, ce qui nous fascinait en lui, c'était cette capacité à la fois de toucher l'architecture, de penser, quand il pensait le graphisme, il pensait architecture, science, art. Il était dans cette quadridisciplinarité, et ça, c'était extrêmement intéressant à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça semble assez normal qu'on travaille en groupe, etc. Lui avait un vrai savoir scientifique. Il était marié à une très grande artiste japonaise. Voilà, il y avait une sorte de passage qui s'opérait entre tout ça. Et moi, j'ai fait en fait un apprentissage à Zurich au départ. Et mon maître, la personne qui m'a formé, Michael Baviera, était lui aussi à la fois architecte, graphiste, fils d'architecte,
vendeur de disques de musique la plus contemporaine possible et vendeur de tableaux d'art contemporain. Venant d'une famille très complexe de galeristes et de choses comme ça. Donc voilà, j'étais baigné à Zurich dans une famille italienne de créateurs. Et je crois que ce que j'ai tiré de tout ça, de toute façon, tout de suite, c'était l'interdisciplinarité. C'était surtout pas être uniquement graphiste, essayer de connecter ce graphisme avec les autres domaines de la création. Et c'est pour ça que quand j'ai monté mon atelier tout de suite après les études, il était assez évident qu'il fallait, comment on peut dire, éduquer en quelque sorte mes commanditaires dans le sens de cette interdisciplinarité. Donc la galerie projet qui a été ouverte quasiment en parallèle, 2 ans après l'ouverture de mon atelier, avait surtout comme vocation de montrer à quel point les problématiques de mobilier, d'objets, conception d'espace et autres pouvaient se faire en une même synergie. Voilà. Donc ce moment lyonnais, puisque c'était à Lyon que tout ça a débuté d'une certaine manière entre Zurich et Lyon. Mais ce moment lyonnais a été très important parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour les musées d'art contemporain de Lyon, qui étaient en création d'une certaine manière. Donc j'ai accompagné le fait de mettre en œuvre une politique d'art contemporain dans une grande ville qui voulait vraiment faire la différence, installer à l'époque, c'était pas une biennale, c'était chaque année, Octobre des Arts, etc., une politique d'art contemporain forte. Et c'est vrai que c'était une énorme chance, comme tout jeune graphiste, d'avoir pu participer à cette chose-là et expérimenter avec eux. Et c'est là où il y a eu l'histoire de noir et blanc attribuée beaucoup au monde de la culture. Voilà, alors c'est vrai que donc c'était en 84, on s'est dit, tiens, le noir et blanc pourrait nous distancier de la question de la publicité, qui était, elle, cherche à séduire par la couleur. Et donc il y a eu ce moment assez radical qui a consisté à dire, Octobre des Arts, tout ce qui a trait à l'art contemporain à Lyon devra être en noir et blanc, et l'image, on la donne aux artistes. Nous, on garde la typographie, et d'une manière même assez minimale, et on garde surtout la forme des objets, les rituels des objets, la manière dont on agence d'une certaine manière ces objets et ces catalogues, et on donne indéniablement la couleur et la photographie à l'artiste, et nous, on travaille avec d'autres médias. Donc ça a été, je crois, relativement reconnu comme étant quelque chose de nouveau à l'époque, de par la radicalité, mais justement, c'est là où je pense qu'on a commencé à jouer cette poétique radicale. C'était à la fois très minimaliste, mais pas obligatoirement fonctionnaliste. C'était une sorte de poésie minimaliste, quoi. Ouais. C'est une contrainte, presque, avec laquelle que vous étiez... C'était une règle qu'on s'était donnée, contrainte dans le sens positif. Oui, oui, tout à fait. Non, tout à fait. Dans le sens où on s'était dit, on va jouer avec ces éléments-là plutôt que jouer avec l'ensemble des éléments. Et c'est vrai que, en plus, il faut vraiment le voir comme un processus. C'est-à-dire, on a commencé sans savoir où on allait. Hein. On était vraiment encore très jeunes et inexpérimentés d'une certaine manière. Donc on a fait les premières actions en noir et blanc, on a décidé ça, et puis ça s'est développé petit à petit, et 3 ans après, je me rappelle très bien qu'il y a eu par exemple une exposition qui s'appelait Monochrome, qui était une exposition de peinture en couleur. On était un peu coincés avec notre système, et puis c'est là où on a commencé à se dire, oui, mais on ne va pas lâcher, donc on va écrire des mots en couleur et travailler avec la force du mot plutôt qu'avec la force de l'image. Et je crois que c'est à ce moment-là où c'est vraiment devenu un système et où on a vraiment dit ok, on continue de cette manière-là jusqu'à un certain moment. Et puis après, je dirais que ça s'est arrêté d'une certaine manière au moment de l'ouverture du réel musée d'art contemporain actuel,
Avant, on était dans du provisoire. Et cette dimension provisoire était pour nous extrêmement fascinante, quoi. Et quand vous dites on, c'est que ce moment de poésie radicale, c'est que vous étiez Alors, déjà alors moi, plusieurs. oui, je dis toujours on ou nous, parce que j'ai jamais travaillé complètement seul. Là, on était à l'époque une équipe de 4 ou 5 personnes. Euh, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a fait à l'époque, Art Contemporain Lyon, donc par exemple pour le 1er Octobre des Arts, c'était, je crois, 11 catalogues ou un truc comme ça, quoi. C'était énormément de travail, et tout de suite, il s'est imposé de se regrouper et de travailler en équipe. Alors c'était quoi? C'était souvent soit des stagiaires, soit, je pense qu'il y avait 1 ou 2 collaborateurs plus fixes au début, hein. Et puis après, par exemple, pour un des Octobres des Arts où on avait vraiment trop de travail, on s'est associé avec un autre atelier. Un peu de la manière dont vous le faites, votre génération le fait aujourd'hui, quoi. C'était pas une structure qui voulait grossir, c'était une structure qui essayait de répondre d'une manière ou d'une autre à ce qui lui était demandé, quoi. Et donc on comprend qu'il y a un tandem entre le graphisme et l'architecture. Mais comment, dans les deux, vous étiez plus orienté vers de l'édition, non? Alors, vous avez fait beaucoup d'éditions. il y a eu, comment ça s'est passé je dirais qu'il y a eu une première phase signalétique tout de suite après mes études, où j'étais allé, j'étais employé, j'avais pendant 1 an, ça a duré à peu près, de Théo Balmer. Je ne sais pas si c'est connu, c'est un gars qui a fait énormément de signalétique, d'ailleurs qui est intervenu fortement en France sur l'ancien aéroport de Marseille, sur voilà, différents projets. Sophia Antipolis, l'université de Sophia Antipolis. Bref, il avait des gros marchés, et je dirais que c'est chez lui que j'ai appris l'ingénierie signalétique. Parce que la signalétique, il y a 2 parties. Il y a une partie, il faut d'abord quand même arriver à faire que les personnes se retrouvent au bon endroit. Et pour ça, il y a un certain nombre de méthodes, de règles, etc. Voilà, on ne peut pas passer outre cette confrontation à la numérotation, à la nomination, aux chaînes d'information, etc., etc. Voilà, c'est ce que j'appelle l'ingénierie signalétique. J'ai appris tout ça, et en 1 an, quoi, c'était une sorte de... juste après la post-formation. Et puis ça m'a gonflé. Ah bon? Oui, ça m'a gonflé parce que je trouvais ça trop sec, trop... Et donc j'ai monté mon atelier. Il y a eu cette aventure avec l'art contemporain qui s'est développée d'une manière assez incroyable. C'est-à-dire toutes les années 80, je n'ai pratiquement travaillé que pour des musées, des centres culturels, des lieux de culture, je dirais. Donc voilà, il y a une interruption totale. Et puis, au moment où le musée d'art contemporain décide de déménager dans la Cité internationale de Lyon, il y a le directeur organise une rencontre avec Renzo Piano, et Renzo Piano me demande de faire toute la signalétique de son quartier. Et c'est là où tout d'un coup va démarrer en fait une autre aventure qui, comme vous l'avez dit en introduction, s'est développée jusqu'au moment du Centre Pompidou, où j'ai quasiment été étiqueté signaléticien. Le succès, c'est pas toujours favorable, parce qu'on vous regarde avec un focus, alors que vous avez bien entendu des capacités bien au-delà. Et donc, c'est presque arrêté à ce moment-là toute la production de livres, de catalogues, la relation avec les artistes, parce que, je sais pas, il y a eu, je pense aussi, certains avaient un peu mal vécu ça, d'autres ont commencé à avoir peut-être peur de cette relation, voilà, du statut que j'avais et tout ça. Et c'est vrai que petit à petit, on a commencé à aborder des questions de plus en plus
complexe, parfois dans la culture toujours, mais en relation à des institutions beaucoup plus importantes, avec des problématiques qui dépassaient juste la question graphique dans le sens traditionnel du mot. Mais c'est vrai que j'ai toujours revendiqué personnellement me trouver dans 3 champs, et je crois que c'est un peu, d'ailleurs, cette revendication est peut-être une sorte de carte de visite. C'est, quand je me définis, je dis j'essaye de résoudre des problématiques d'identification, et j'essaye d'éviter identité, parce que je déteste, d'orientation, d'information ou de scénographie. Voilà, en mixant ces domaines, on peut enlever information à la rigueur parce que c'est un peu général, ça touche un peu tout, mais en mixant les questions d'identification, d'orientation et de scénographie, de mise en scène, on a fini par développer ce qu'on a fait au Centre Pompidou, c'était une signalétique qui était une mise en scène. On a travaillé sur la synergie forte entre identité ou identification et orientation. C'est-à-dire en se disant, quand on fait un système d'orientation, on met à disposition un langage visuel qui peut être utilisé par les usagers de ce lieu ou par les auteurs de ce lieu. Et tout ça traite de la question de scénographie. Alors aujourd'hui, je développe tout ça beaucoup plus en relation à la question de la ville. C'est peut-être la question qui a un peu changé. Je considère que dans notre société, je dirais 70%, bientôt 80% de la population va être urbaine. Ceux qui ne le sont pas, soit ils sont retraités, soit ils sont quand même sacrément urbains aussi. Donc il y a à travailler sur cette... c'est vraiment la question qui, moi, m'intéresse beaucoup aujourd'hui. On sait que dans 40 ans, on sera un quart de personnes de plus qu'aujourd'hui sur Terre. Je trouve que c'est déjà très étroit aujourd'hui. Moi, je suis un peu claustrophobe et quand commencent les vacances, ouais, c'est pour ça que j'ai besoin d'espace. Quand commencent les vacances et que je sens les foules se ruer tous dans les mêmes lieux, etc. Voilà, ça me crée des peurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette planète à 10 milliards d'humains? C'est un peu le travail qu'on est en train de mettre au point avec Vera, donc ma femme, qui est sociologue, et Culture Studies, c'est un peu la culture de la société, de se dire comment arriver à faire que ces métiers de création arrivent encore plus fortement à se mettre en synergie ou en dessin de notre futur. C'est-à-dire pas uniquement réagir, pas uniquement être dans une attitude, je dirais, égocentrique, mais essayer vraiment de se tenir au centre. On place même pas le problème d'aujourd'hui, on place le problème de demain. Et on essaye de concevoir en fonction de ce dessin. Et le challenge est le challenge de votre génération est sacrément difficile. Donc voilà, je trouve ça extrêmement intéressant à la fois. Ça donne du poids à ce métier, parce que je le supporte que quand il a une certaine raison d'être. Et ça donne aussi peut-être une sorte d'attitude de création. Ça définit une attitude par rapport à ce que peuvent être des réponses, mais aussi parce que c'est malheureusement pas que des questions de réponse, c'est des questions aussi d'éduquer ou de fasciner ou de convaincre des clients, de modification peut-être un peu de la discipline. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes à cette question. Est-ce qu'on veut continuer à être des affichistes alors que l'affiche n'a plus vraiment d'importance, ou est-ce qu'on se place au centre de cette question essentielle qui est la communication visuelle, et là, il y a un travail immense pour que
ne soit pas embrigadé, séduit bêtement. Voilà, on est dans une thématique, une problématique tellement essentielle. Et en même temps, moi, j'ai du mal, je trouve que nous, graphistes, nous nous confrontons pas suffisamment à ça. Je suis un peu, y compris, déçu de la discipline par rapport à ça. Par exemple, j'ai l'impression que du coup, vous êtes déçu de certains pans du graphisme ou de certaines pratiques. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, non, mais c'est ça. En même temps, je peux la comprendre. Hein, c'est pas que. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que nous soyons un peu plus nombreux à nous confronter vraiment à cette difficile question de comment arriver à faire, par exemple, que la question de l'information citoyenne, l'information partagée, corresponde à ce qu'on veut mettre en place, à ce que votre génération veut mettre en place. On est une sorte de dérapage, une sorte de décalage entre tout ce qu'on dit en matière de participation. On sait qu'il y a du pipeau dans tout ça, mais quand même, il y a une sorte de... On voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça, on voit bien qu'il faut trouver d'autres moyens de vivre ensemble, on voit bien que le libéralisme nous amène vers le gouffre, vers la catastrophe totale, et en même temps, même les personnes qui sont convaincues de ça agissent en matière de communication exactement de la même manière que ceux qui vendent des savonnettes. Donc moi je trouve que là il y a vraiment à travailler sur des choses importantes, et plus on approfondit ces questions-là, plus on s'aperçoit, par exemple, que toute cette culture fascinante qu'on nous a un peu imposée, qui est le branding, est une culture absolument contre-productive en matière de démocratie. Que c'est en fait un désastre, et qu'on nous fait faire des choses qui ne sont pas profitables aux citoyens. C'est pour ça, Civic City, que vous avez créé. Voilà, Civic City. Alors, Civic City, c'est un peu un accident de parcours. C'est venu après Design to Context. Voilà. Donc, on avait cet institut à Zurich, qu'on avait ouvert, Vera et puis un philosophe, Clemens Bellout, qu'on avait ouvert dans l'idée d'interroger la contextualisation du design. C'est pour ça que ça s'appelait Design to Context. C'est se dire, cette discipline, le design, a au moins un pan de son activité qui est extrêmement globish, c'est-à-dire qui est extraterritorial, et où on conçoit les choses absolument sans relation au pourquoi et à la particularité à la fois culturelle, mais même c'est au-delà du culturel, c'est contextuel. Hein. C'est-à-dire on fait le projet, et puis on regarde, on se réfère à d'autres revues, une sorte de laboratoire isolé. Donc c'est comment comment replacer le design dans cette problématique du contexte, de la pluriculturalité, du plurilinguisme, de la différence entre une action culturelle et une action commerciale. Voilà, c'était un peu ça. Et on a fait pas mal d'activités autour de ça, hein, et de livres et de choses comme ça. Et puis notre institut a été fermé pour des raisons qu'on peut considérer comme politiques, parce qu'on dérangeait à la fois la discipline, on dérangeait l'école qui était censée nous financer, qui continuait à éduquer ces jeunes de la même manière, et puis on dérangeait un petit peu le monde politique zurichois. Donc l'institut a été fermé d'une manière très brutale, et le dernier cours qu'on avait donné s'appelait Civic City. Et donc on a repris ce nom, et on a poursuivi sur ce concept qui nous paraissait intéressant, et qui nous paraissait, y compris correspondre un peu à l'ère du temps, puisqu'on commençait à avoir des zigotos comme Berlusconi ou Sarkozy dans les gouvernements, ce qui ne fait qu'empirer en ce moment, mais des personnes qui ne respectent pas la République, qui ne respectent pas le contrat entre citoyens, et voilà, qui ont des difficultés
de penser civisme dans le sens de l'intérêt général et du rôle qu'ils peuvent avoir en tant que dans ce rôle de président, par exemple, d'homme politique. Pas des moindres. Pas des moindres, ouais. Donc voilà, c'était un peu pour ça qu'on s'est aussi posé la question, et qu'est-ce que fait le design? Est-ce qu'il est vraiment civique? Est-ce qu'il participe de ce civisme dont nous aurions besoin pour retrouver le commun, pour retrouver des manières de travailler ensemble et de vivre ensemble correctement? Et on s'aperçoit en l'analysant qu'il y a une part du design qui échappe à ça, quoi, qui va ailleurs. Alors, dans cette part du design qui va ailleurs, on a à la fois ceux qui s'échappent pour des raisons parce qu'ils sentent bien que les commandes sont pas saines, etc., et qui vont vers l'art ou vers des expressions plus personnelles qui peuvent être extrêmement intéressantes, qui est une possibilité. Il y en a d'autres qui se créent des contrats, et puis il y en a une grande majorité quand même qui répondent sagement à ce qu'on leur demande et qui contribuent à la continuation de ce qui est. Et c'est un peu ça que j'essaye d'interroger dans ce travail qui est parallèle au mien et qui me remet en question moi-même. C'est pas, je participe de cette chose-là et c'est vrai que ça pose aussi la question qu'est-ce qu'il faut accepter comme travail, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter, comment on peut intervenir dans le travail pour lui donner un peu une meilleure connotation. C'est vraiment la question de l'attitude du designer dans la société actuelle. En parlant d'attitude, aujourd'hui vous êtes directeur de création associé et co-gérant d'Atelier Intégral Audibord, basé à Paris et à Zurich. Vous intervenez aussi dans le domaine de la recherche en design. Vous êtes prof, ou en tout cas vous avez été. Je le suis. Toujours. Même intensément. Donc grâce au laboratoire IRB et à l'Institut Civicity dont nous parlions tout à l'heure. Et on se demandait, est-ce que vous touchez encore au graphisme et ses outils en tant que tel? Est-ce que vous parvenez à garder le côté... Je pense que oui. Je pense même très fortement. C'est vrai, je suis quand même, je dirais, un peu plus que co-gérant. Ah, peut-être que j'ai mal compris. Non. Je suis co-gérant dans le sens financier. D'accord. Parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui décident des finances, et c'est vrai que c'est une chose que je délègue avec grand plaisir. J'aimerais bien même le déléguer un peu plus. Mais je suis quand même pas tout à fait co-gérant des projets. En matière de projets, même si j'ai tout un team et qu'on travaille ensemble et qu'il y a teamwork, etc., j'ai tendance à dire j'ai un pouvoir quand même de décision dans le processus, etc. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup et qui continue à m'intéresser, c'est de faire le concept jusqu'au moment où, grosso modo, je sens la chose à la fois possible et je sens mon client convaincu que la chose est possible. Donc là aussi, il y a une sorte de contrat comme dans le civisme. On se met d'accord avec le client que ça pourrait être le truc. Et là, je dirais, je me retire un peu de la chose. Et c'est les personnes avec qui j'ai développé cette chose-là jusqu'à ce moment-là qui continuent le projet. Et qui parfois ont même l'impression que c'est leur projet, bien qu'il est très clair que la première phase est très fortement marquée par une vision, mais vision y compris formelle. Je sais ce que je veux en matière de système, de représentation et de choses. Et ça se fait différent. Donc ça se fait parfois, y compris jusqu'à une sorte de pré-maquette. Très très détaillé, ça je pourrais vous montrer. Ça se fait parfois sur la base d'esquisses qui sont ensuite travaillées donc dans une sorte de ping-pong avec un collaborateur, et ça se fait parfois juste avec une sorte d'impulsion qui est ensuite redonnée et qui est plus autonome. Ça dépend fortement des projets.
Ça dépend du temps que j'ai. Mais moi, je me sens extrêmement designer dans le sens où je conçois, et je suis heureux que quand je conçois des formes. Alors, ces formes, elles sont parfois là derrière. Elles ne sont pas obligatoirement sur le papier. Mais c'est-à-dire ceux qui le passent parfois de là derrière sur le papier, c'est pas toujours moi. Mais ça ne veut pas dire que la forme n'existe pas, soit en esquisse, soit en... Voilà. Vous parlez du design comme attitude. C'est pour ça que je fais le point. Parfois, vous avez, dans ce que j'ai pu lire, en tout cas, le design comme attitude, que le design n'est pas une recette, mais plus... c'est pas considéré comme une recette, mais en tant qu'attitude. Alors ça, c'est déjà... c'est Molinacci qui disait ça, hein, Molinacci, qui disait le design n'est pas une profession, c'est une attitude. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Quoi, moi, je l'incorpore fortement. Alors, c'est quoi une attitude? C'est que quand on fait justement une projetation, et là je prends le terme italien que j'aime beaucoup, quand on essaye de définir quelque chose qui n'existe pas encore et lui donner une forme, il s'agit de voir en quoi quelle va être l'action de cette forme. Et dans ce moment, grosso modo, on travaille un certain nombre d'hypothèses de ce que vont être les conséquences de cette forme sur la société, sur celui qui va devoir le concevoir, sur celui qui va devoir l'utiliser, sur le client aussi. On ne peut pas non plus l'oublier complètement. Sur soi-même. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de se dire est-ce que ce que je mets en place, je peux en être fier. Donc voilà, il y a une sorte une dimension qui aujourd'hui aussi, si je peux continuer à être un peu critique par rapport au design, manque beaucoup. C'est au centre, il y a l'être humain. Au centre, il y a ce citoyen qui va être confronté avec ce projet, qui malheureusement encore aujourd'hui n'aura pas été consulté. Malheureusement aujourd'hui, très souvent encore, n'aura pas été... on essaye de faire un peu que ça bouge à ce niveau, mais souvent, quand même, c'est le grand absent. C'est le grand absent. Tout le dialogue se fait entre le client et nous. Et là, il y a une vraie responsabilité de notre part. Et moi, je revendique fortement cette question de l'avocat. C'est-à-dire, nous sommes l'avocat de ces personnes qui sont absentes, dans le sens où on essaye de mettre au point des choses qui sont dans leur intérêt, et non pas uniquement dans l'intérêt de celui qui nous commandite la chose. Et voilà, notre société oublie totalement le citoyen aujourd'hui, y compris dans les discussions actuelles sur le train et tout ça. On voit bien qu'il s'agit de la société SNCF, de l'État, mais où est l'usager dans tout ça? On s'en fout complètement. Voilà, les seuls qui peut-être ne s'en foutent pas, c'est les cheminots. Donc voilà, c'est assez intéressant, et je trouve quand même que dans la discussion du design, souvent on voit des projets où cette personne n'est même pas évoquée. J'ai eu envie de faire ça, ou ça me paraissait juste de faire ça, mais pourquoi? Donc, il me semble que ça, c'est une attitude. Celle que j'évoquais par rapport à 10 milliards d'humains, c'est plus que ça. C'est se dire, je ne prends pas uniquement l'humain, le citoyen actuel, j'essaie de voir ce que va être cette personne quand il y aura un quart de personne de plus, quand la société aura encore un peu de plus grands problèmes en matière d'écologie et je pense sociaux, etc., etc. Mais y compris pourquoi, ça je dois revenir un peu dessus parce que c'est une chose qui m'apporte beaucoup. On l'a appelé aussi dimère humain parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, travailler pour demain est extrêmement difficile. Travailler pour après-demain est peut-être plus facile que de travailler pour demain. C'est ce qui nous attend.
Ah oui, vous voulez C'est-à-dire, si on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dans 3 ans, il y a tellement de contraintes qui nous empêchent de faire ce qui serait idéal, qu'on est dans des compromis extrêmement difficiles. Si on commence à envisager 40 ans en avance, on dépasse les investisseurs, on dépasse les politiques, et on peut rentrer dans une, je dirais, dans une sorte de sagesse qui peut-être est juste, et qui, d'après moi, est aussi le rôle du designer, de rappeler un peu, de sonner les cloches et de dire c'est quand même comme ça qu'il faudrait que ce soit, si on veut que nos petits-enfants ou enfants veulent s'en sortir ou vivre à peu près correctement. J'ai perdu le fil, mais je pense que j'ai à peu près répondu à la question. On peut même commencer à... Il y a des choses qui vont se recouper, donc on peut commencer à tirer des cartes. Tirer des cartes, très bien. Galerie projet, oui. Alors, bon, c'est évident que c'était à la fois, la galerie projet était pour moi un apprentissage, une manière d'entrer en dialogue comme très jeune graphiste avec des personnalités qui me fascinaient, que j'avais considérées comme étant importants. Et puis, c'était tout de suite définir en fait ce métier de graphiste ou de designer comme étant relevant du militantisme. Donc de quelque chose. La galerie ne vendait pas, bien sûr, donc on exposait. On allait chercher des gens à travers le monde qu'on trouvait bien, et puis on faisait des expositions, on faisait des affiches, on faisait des catalogues, on faisait tout ça avec le budget de ce qu'on gagnait par ailleurs, qu'on essayait. Voilà. C'est pour ça que ça n'a pas duré non plus 107 ans, parce que ça marche bien quand on travaille jour et nuit et qu'on a quasiment rien qui sort à la fin du mois, dans un contexte qui était quand même justement fortement soutenu par le Art contemporain Lyon, qui était une sorte de donneur d'ordre régulier. On avait 3-4 catalogues par mois. On était dans une sorte de... Mais je peux recommander à tout jeune de faire ce moment, je dirais, d'activité un peu militante, qui permet, comme vous le faites vous d'ailleurs, de venir me voir et de parler avec moi ouvertement, alors que si on était juste dans une relation de concurrence, on n'aurait pas grand-chose à se dire. Et c'est exactement ça. C'était comment arriver à passer outre, ce qui permet, et je pense que vous l'avez très bien compris aussi dans votre action, aussi quand vous êtes en relation avec vos clients, de faire exactement la même chose en se disant vous voyez, je ne fais pas c'est pas que la fin du mois qui m'intéresse, je ne fais pas que du business, j'essaye véritablement de résoudre des problématiques importantes. Et l'idée, c'était d'amener les clients à la galerie aussi ? Alors, indirectement, oui. Depuis le début, la première action que j'ai fait en 83, donc là, vraiment, l'atelier n'était même pas encore ouvert. Avec un copain, on avait décidé de faire une revue. Et la particularité de la revue, c'est qu'elle était publiée à 50 exemplaires et envoyée à des personnes qui ne nous demandaient pas elle n'était pas vendue, elle était envoyée à 50 personnes. Et elle parlait de trucs. Voilà. C'est dire, voilà, on crée des relations, on impose un discours. C'est pas tellement de se dire on va travailler ensemble, c'est on impose une sorte de discussion et on attend à répondre. Donc la galerie, l'atelier, hein, tout ça a été mélangé, était ouvert à tout le monde. C'était un atelier, on avait un très grand loft comme ça à Villeurbanne, et puis l'atelier se repliait ou s'étendait. Et en fait, c'était ma chambre. On faisait passer l'exposition. Selon les cas, je dormais mal ou je dormais un peu mieux. Voilà. Alors, la galerie projet, après quelques années, la ville de Villeurbanne avait remarqué que je commençais à souffler un petit peu et donc avait décidé, à la Maison du Livre, de l'Image et du Son, de créer, je ne sais pas si vous aviez... c'est Design à la Maison du Livre,
Donc c'est une activité qui était assez importante, qui a une dizaine de très belles expositions qui ont eu lieu là-bas. Donc c'était la ville qui avait repris le flambeau, avait employé quelqu'un, Blandine Bardonnay, avec qui on continuait à faire ce travail, mais avec des finances venant de l'extérieur. Et il y a eu une très belle exposition Jean Wittmer, il y a eu... et ça, c'est la partie aussi extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, Peter Selleville, je l'ai exposé, il avait 25 ans. J'ai fait la dernière expo de Franzoni. Voilà, il y a des choses ensuite qui ont pris de l'importance avec le temps et des choses, voilà, comme quoi c'est pas inutile ce genre de choses. Ça ira pour projet. Langage. Alors, ça c'est un sujet qui bien entendu j'en ai beaucoup parlé. Oui, c'est une chose qui s'est un peu perdue dans le cursus. La question du langage visuel, c'est quand même un élément assez central du processus qu'on a mis au point assez rapidement dès à la fin des années 80, se dire qu'est-ce que ça veut dire que mettre au point un système de représentation pour des institutions culturelles, par exemple. Donc assez rapidement, j'avais fait cette critique de se dire un logo ou un truc comme ça, c'est un truc qui mobilise. Une charte, c'est quelque chose qui impose, mais qui donne finalement pas les outils pour... À l'époque, on appelait ça vraiment encore charte. Hein. Ça a basculé dans les années 2000, que c'est devenu des boîtes à outils ou des choses comme ça. C'est au moment justement où cette notion de langage s'est développée, tout d'un coup on s'est aperçu, il ne s'agit pas uniquement d'interdire, il s'agit de donner des outils qui permettent finalement à l'institution de s'exprimer. Alors, la question du langage est intéressante, bien entendu, parce que la syntaxe permet reconnaissance de la structure, quel que soit ce qui est émis. Et donc, le dessin, d'une certaine manière, d'un système de reconnaissance, c'est d'avoir un système suffisamment complexe pour que cette reconnaissance ne soit pas bloquée. Et c'est surtout le cas quand on dit un musée d'art contemporain, on souhaite très bien que ça évolue. C'est quand même triste que le seul truc qui évolue pas, c'est la communication, hein, c'est le graphisme. Donc comment arriver à mettre au point des outils qui permettent à l'institution de se mettre, de s'exprimer dans sa différence, chaque chose, et en même temps d'avancer. Alors, bizarrement, tout ça, on a commencé à le développer avec un exemple qui paraît aujourd'hui peut-être extrêmement autoritaire. C'était la Villa Arson à Nice, où on avait dit OK, parce que c'était la première fois qu'on nous avait demandé, une personne que je respectais beaucoup, Christian Bernard, nous avait dit de toute façon je ne pourrais pas te faire travailler en permanence, il s'agit que tu mettes au point un système qui permettra à d'autres de faire la chose. Donc on s'était dit, et il m'avait dit, et je pense que ce ne sera pas des graphistes, je n'ai pas l'argent pour payer des graphistes. Donc il fallait mettre au point un système qui pouvait faire tout seul, et c'est là où on avait développé cette idée du passe-partout, et de se dire ok, vous ne savez pas, voilà, la bordure, a priori vous ne savez pas, vous n'avez pas appris à faire de la typo, donc on va vous dire exactement comment c'est, mais vous avez la grosse chance de choisir la couleur de la bordure et surtout de choisir l'image. Donc on vous donne juste un outil qui vous permet à chaque fois de faire un cadrage comme vous voulez. Et en fait, tout d'un coup, ils étaient actifs. Ils n'étaient pas à devoir utiliser ça, bien qu'ils aient à l'utiliser, mais c'était plus une sorte de retournement, puisqu'on les mettait dans
dans l'obligation ou dans la possibilité d'être actif dans le sens de faire des passe-partout et de choisir l'image, de choisir la couleur, etc. Donc on leur mettait à disposition un outil. Et c'est assez intéressant parce que dès ce moment-là, nous on avait commencé à penser informatique, on avait commencé à se dire est-ce que ça pourrait pas être digitalisé, est-ce qu'on pourrait pas avoir un système qui... est-ce qu'on ne doit pas, quand on vend une identité visuelle, en fait, programmer un système informatique et c'est lui qui va générer d'une certaine manière ce qui est la constante et qui doit donner suffisamment possible pour que le langage puisse s'effectuer. Aujourd'hui, ça semble évident. Oui. Ça Oui, semble... j'avais même pas pensé en fait. Mais à l'époque, comment ça se passait alors? Ça se faisait à la main, c'est-à-dire qu'on avait développé un truc tout simple, c'était un passe-partout, hein, tac, tac, et puis sur l'un des passe-partout, on avait le logo, la manière d'écrire ce qui était fixe, d'une certaine manière, et sur l'autre, ils avaient la possibilité de venir écrire l'autre élément. Et c'était fait à la main, et ils pouvaient comme ça cadrer des images, et ensuite les développer avec de la... Alors, je pense qu'ils les développaient quand même, au moins je pense que la typo commençait à se faire avec l'ordinateur. Mais la photo n'était pas encore scannée, n'était pas encore... voilà. Et aujourd'hui, de programmer un système et d'être plutôt dans la programmation quand on parle de constantes et de variables semble tout à fait banal. Et je dirais que à la base, la syntaxe, elle doit émaner aujourd'hui de l'informatique. Ça me paraît tout à fait normal. Ouais. Je pensais aussi au langage, tout ce qui va être différents langages aussi, pictogrammes. Ça relève... je dirais c'est une partie de la syntaxe que le pictogramme lui-même. Et c'est vrai que quand on a fait, par exemple, l'aéroport de Cologne, cette question de langage était extrêmement centrale. J'étais à l'époque fortement influencé par la culture chinoise. J'avais passé beaucoup de temps en Chine. Et c'est vrai qu'il me fascinait énormément ces idéogrammes qui étaient capables de transmettre une émotion à cause de la calligraphie et comment tout ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on a commencé à développer ces systèmes de représentation pictogrammesque illustrée. Ce que je voulais surtout pas, c'est que ce soit universel. Donc comment faire le contraire de l'universel et au contraire dire on a des langages particuliers qui sont contextuels, qui permettent de fonctionner dans un contexte et pas dans un autre, et qui réagissent finalement à ce contexte, et qui prennent en compte, qui ont une syntaxe aussi, mais qui, par exemple pour l'aéroport de Cologne, dépassent l'idéogramme dans le sens où la personne vient introduire le verbe. Donc on a un signe qui désigne quelque chose, qui désigne le taxi, et le bonhomme, la personne qui est illustrée, dit je prends le taxi, ou je pars en vacances, ou voilà. Donc c'est tout d'un coup, par l'association d'un idéogramme et d'un geste, d'une attitude, on arrive à un nouveau langage. Mais qui n'est qu'une partie finalement du système complet. Si vous voulez prendre une troisième carte. Allons-y. Le temps. Non, bon. Alors déjà, je pense que quand on a choisi le nom de l'atelier Intégral Concept, le terme intégral introduisait cette notion de temps. Et je crois que ça c'est quand même aussi j'ai parlé pas mal des instituts, mais cette idée d'intégrale qui a été fondée en 89 avec Pippo Lioni, puis avec Philippe Delis, relevait quand même fortement de cette notion de processus en disant toute action de design a un démarrage et a une fin, et ce qui nous intéresse c'est la maîtrise entre ces deux parties. Donc c'était pour ça ce signe mathématique d'intégrale.
qu'on a lié avec l'interdisciplinarité, bien sûr. Donc cette notion de processus est présente, je dirais, à la fois dans la question des langages visuels. Donc c'est se dire on a des systèmes ouverts qui nous permettent d'évoluer avec le temps et de se transformer. Est présente dans Intégral et bien entendu aussi présente dans ma vie, puisque aujourd'hui je vais bientôt atteindre, je crois, les 40 ans de profession. Ouais, ça doit être ça. Ce qui est terrible, mais pas tant que ça. C'est pas si simple que ça, parce que c'est vrai qu'on se sent toujours... Quoi, moi, je me sens toujours extrêmement en processus d'apprentissage. Je n'ai pas l'impression... Je ne sais pas si vous avez participé à cette rencontre qui a eu lieu à l'AJ, organisée par l'AJ au Théâtre de la Colline, non. Dont le thème était la transmission. Et moi, je m'offusque contre ce concept de transmission. Ah oui ? Oui, parce que je considère comme mes cours, la manière dont j'enseigne, c'est toujours me mettre en risque et enseigner quelque chose que je ne sais pas. C'est le maître ignorant. C'est l'ignorance, et on partage notre questionnement, on partage nos questions, et on avance en tâtonnant, et petit à petit on arrive. Alors certes, j'ai un peu plus d'expérience que mes étudiants, mais c'est pas gagné, quoi. Ils peuvent tout à fait me rattraper, et surtout, je pense que la culture du design, c'est une culture de questionnement. C'est toujours être suffisamment alerte. Et surtout pas être dans une idéologie, être en permanence dans une sorte de... Alors c'est un doute productif, il ne s'agit pas d'un doute où on s'autoflagelle, mais c'est quand même, si on ne sait pas se remettre en question en permanence, si on ne sait pas regarder ce que l'on fait, si on ne sait pas regarder d'une manière critique et de se dire c'est pas bien, il faut qu'on... Cette insatisfaction me paraît absolument nécessaire pour pouvoir continuer, quoi. Sinon, on part à la retraite, vraiment. Et j'en avais pas l'intention. Donc, je continue à être comme un tout jeune graphiste, à m'interroger, à me remettre en question, à douter. Et je crois que c'est intéressant. Donc, le temps passe, mais... Je vais dire des banalités, donc je vais essayer de les éviter. Avec le temps, j'essaie de me donner des nouveaux challenges, et je crois que les instituts qu'on a mis en place sont des sortes de challenges pour avancer. Et à vrai dire, je crois que la grande transformation qui s'est passée dès les années 2000, quand j'ai ouvert cet institut à Design to Context, c'était vraiment cette ouverture de mon activité vers la recherche. Et ça, c'est une chose que je revendique énormément, c'est de se dire, c'est pareil, c'est une sorte de remise en question, s'interroger sur le pourquoi des choses, sur ce qui relève du réflexe, ce qui relève de la commande qu'on n'interroge plus, etc. Et en permanence essayer de pousser ces éléments, jusqu'à parfois de se mettre à la marge, de se mettre en dehors peut-être du système, de se mettre dans une position inconfortable. Ça nous est arrivé plusieurs fois, c'est pas grave, mais... Par exemple ? Je pense qu'un certain nombre de choses qu'on dit ne plaît pas à tout le monde, ne plaît pas à la profession, ne plaît pas, ne plaît pas même à nos commanditaires. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On le dit pas ou on le dit ? Nous, on continue à le dire, quoi. Et donc, quand ça plaît pas à la profession, on se met un peu en marge, quand même. Je pense qu'il y a
réception que je peux avoir, par exemple à Paris, elle est très très mitigée. Il y a toute une partie de la profession qui me trouve épouvantable, et puis une autre partie qui me trouve peut-être fascinant. Et c'est assez intéressant, tout à fait. S'il n'y avait que du consensus. Non, tout à fait, tout à fait. Non, je revendique totalement cette chose-là. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est intéressant justement de se dire, le fait de son processus de réflexion nous amène à un moment à devoir critiquer un certain nombre de personnes, de situations, c'est pas les personnes qui m'intéressent, de situations, à devoir peut-être remettre en question un certain nombre, une part de sa production, à être... Est-ce que vous auriez un projet à nous présenter? L'idée étant de rentrer un petit peu dans les mailles du projet, dans tout ce qui va être toute la conception. Alors moi j'aimerais bien vous parler, parce que ça explique beaucoup de choses de ce projet-là, qui est un projet qui a commencé, ça a commencé par un concours pour une biennale d'art contemporain. Manifesta, qui est une manifestation qui a lieu toujours dans des lieux différents, une biennale d'art contemporain mobile, et où on a été invité, on a fait un projet qui a répondu à la problématique que voulait développer le conservateur, qui était qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? C'était son titre. C'était à Zurich. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? Ça nous paraissait être un thème assez intéressant et provocateur par rapport à Zurich, puisque c'est quand même un des hauts lieux de spéculation et de différences sociales. Donc, on l'a pris à bras-le-corps et on a commencé à se dire, tiens, Otto Neurath, c'est un sociologue qui, avec un graphiste dans les années 20 et 30 à Vienne, avait développé tout un système de représentation qui permettait de sortir des diagrammes froids, c'est-à-dire d'introduire de l'expressivité dans la question des statistiques, dans la sociologie, plus largement. Et donc il avait commencé à faire une sorte de portrait de la société capitaliste du début du siècle passé, en couvrant tous les aspects économiques, sociaux, etc. Donc voilà, il nous semblait intéressant de développer une sorte d'hommage à lui en se reposant la question comment on pourrait représenter la situation économique d'une ville comme Zurich, une ville riche. Donc on a commencé à développer un système qui nous permettait de mettre au point, d'illustrer des figurines et de développer des diagrammes. Alors aujourd'hui, on fait ça par ordinateur, donc c'est une sorte de système. Donc c'est basé sur un squelette, et ce squelette, un peu comme les jeux d'enfants, les jeux de petites filles, on peut l'habiller. D'accord. Mais ce squelette a aussi la possibilité de faire des mouvements. Et puis, petit à petit, on peut créer des situations, par exemple des situations sociales, en disant, par exemple, qu'il y a une femme de ménage et une personne qui travaille sur un ordinateur en même temps, et on a déjà une différence sociale et un contexte social. Voilà. Donc on a développé tout ça, on est arrivé quand même à présenter, à mettre dans les rues de Zurich des mendiants et des représentations de personnes qui sont dans des situations plus difficiles, des contextes d'inégalité, des choses comme ça. La manifestation est passée. Bon, toutes les propositions qu'on faisait, ils choisissaient pas toujours les trucs les plus courageux. Bon, tout ça, l'habituel de la vie de graphiste. Et puis, on avait cet outil entre les mains. On avait quand même sacrément travaillé pour une représentation d'une exposition. Ça nous paraissait un peu exagéré. Et donc, on a récupéré cet outil et on est allé voir. Et ça, c'est justement ce passage. Donc, on a d'abord concours, puis on a contrat, donc situation de commande, et puis ensuite, on s'autonomise. Alors,
souvent c'est parallèlement. Hein, mais là, ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que c'est le même outil qui ensuite est devenu un outil, je dirais, d'autocommande, où on a travaillé avec Attac pour faire une sorte de portrait du monde. Donc quand même je reviens sur ce nous, puisque nous il y a toujours. Mais nous, dans ce cas-là, par exemple, c'était d'abord une équipe de Zurich, donc trois graphistes. Puis le livre, on l'a fait avec Vera et une graphiste. Pendant 3 mois, on a bossé jour et nuit. Voilà, c'est pas toujours. Ça peut se faire en toute petite équipe, comme ça peut se faire en grandes équipes. Et donc, l'objet du livre, pour moi, c'était comment on peut expliquer notre monde sans passer par les pays. Parce que dès qu'on a des statistiques, dès qu'on a des diagrammes, on montre à quel point les Allemands sont meilleurs que nous et que les Italiens ou les Grecs sont plus mauvais. Mais en fait, ça ne nous dit rien de l'état du monde effectif. Et donc, le pari, c'était est-ce qu'on arrive à expliquer le monde sans passer par ce filtre de lecture qui est la compétition entre les nations. Et voilà, donc on a développé ça, c'est sorti pour Davos il y a 1 an, et c'est devenu une sorte de livre militant, je dirais, sur la capacité qu'on pourrait avoir de changer notre monde. Et pour moi, cette chose-là, donc ce travail qui a consisté à travailler avec des grands économistes, parce que l'Attac, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des économistes de pointe qui proposent des contre-propositions et qui lisent finalement notre société avec des outils économiques assez redoutables. Et voilà, travailler avec ces personnes, être d'une certaine manière le traducteur de ces choses très complexes en matière de visualisation me paraît aujourd'hui être un vrai rôle aussi de ce que le graphisme pourrait faire pour rendre plus intelligible notre société. Donc la chose continue, on est en train de faire une exposition. Toujours avec le même principe. Toujours avec le même principe. Là, c'est même un peu un hommage au livre, donc c'est plus directement lié à ça. On a fait un autre travail pour un congrès de designers qui parlait de la société à Montréal, où on avait les mêmes figurines, mais on avait très fortement transformé quand même l'approche graphique. Il va falloir le renouveler, c'est sûr, mais c'est assez intéressant aussi de se dire on a un outil, et avec cet outil on peut dire des choses. En l'envoyant à des personnes spécifiques, aux 60 personnes qui détiennent. En l'envoyant aussi. Voilà. À eux, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'eux, ils le savent. Ils le savent. Eux le savent. C'est peut-être aux quelques milliards d'autres qu'il faudrait l'envoyer. Donc ce travail, je peux vous montrer peut-être un peu les coulisses, les étapes et les manières de faire aujourd'hui. Par exemple, je prépare l'exposition. Donc l'exposition qui sera montée en juin à Paris, oui. Donc là, le projet il a été bien reçu. Oui, non, le livre se diffuse. Mais par exemple, là, pour l'exposition, je dirais que c'est moi qui fais ça. Donc j'ai recomposé un peu tous les trucs, j'ai redéveloppé une nouvelle narration, il y aura des panneaux entre. D'accord. À partir de là, ça passe à quelqu'un qui en fait une sorte de mise en page. Donc là, on est dans l'exemple où je vais très loin dans la visualisation des choses. Il y a d'autres cas où là, c'est quasiment fini, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas repris, que quelqu'un passe pas plus de temps.
Donc là, on a complètement transformé la narration. La narration, elle est basée sur 3 éléments, en mettant toujours une tension, c'est-à-dire c'est pas dialectique, c'est une sorte de troisième niveau. Et ça reprend toutes les figurines, il n'y a pas de nouvelles figurines, mais c'est des nouvelles situations. Donc ça part actuellement chez les économistes qui vont le rebidouiller. Moi, je recorrige derrière, et une fois que tout ça est à peu près stabilisé, on repart. C'est-à-dire que les économistes revérifient finalement les données. Oui, ou me suggèrent parfois des trucs. D'accord. Ouais. Et la fabrication des figurines, c'est un logiciel en fait? C'est un logiciel, ça. Alors attends, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est Autoneurat. C'est à la fois ces situations, hein, donc c'est un peu ce sur quoi je travaille actuellement, et c'est tout un tas de figurines qui disent des situations, des choses comme ça. Donc nous, on a commencé par essayer de les renouveler. Bon, ça allait pas très loin, et puis à partir de là, on a commencé. Donc voilà, ça c'est un peu tout son travail qui est remarquable. On a commencé ça raconte d'ailleurs le concours, la commanditaire qui vous appelle, nous faisons le concours, on présente, elle présente notre projet, etc. Et ça se base sur des figures, des squelettes, disons, assez typés, et que l'on habille. Donc c'est tout simple. D'accord. Et ensuite, c'est à la fois fait de face et de profil. Et ensuite de rajouter des Et éléments. après, on peut commencer à les mettre en situation, à les animer. Et du coup, à montrer vraiment des éléments assez essentiels de notre quotidien. Et ça, c'est, je crois, quand même une des particularités du graphiste, c'est cette capacité de se confronter au quotidien et de la révéler, de la transformer, de lui donner de nouvelles formes. C'est pour ça qu'on est designer. Donc voilà, ça c'était les tout premiers trucs pour Manifesta, et puis ça s'est un peu développé de cette manière-là. Il y a eu différentes choses qui se sont faites. Mais moi j'étais assez fier parce que jamais on ne représente une personne âgée en mauvaise situation, jamais on ne représente. Oui. Ça ne fait pas partie de l'apparence visuelle. Donc on était assez intéressés, y compris de montrer des situations pénibles actuelles, de les mettre en public. Et de les brasser avec ce. Donc ça c'est la mer de Zurich qu'on a photographiée pendant la manifestation qu'elle avait générée, etc. Et c'est comme ça qu'ont commencé les premières esquisses tout ça c'est du livre. Tout ça, c'est des projets que j'ai dessinés tout seul, et puis petit à petit, là on voit, par exemple ici, ça c'est typique, un rendu. Hein. Je commence à faire, je vois que la proportion est à peu près bonne, je dis ok, il faudra mettre d'autres personnages. Mais on a le truc tel qu'il était après. Voilà. Donc tout le cœur du projet y est, mais il ne s'agit pas de se dire c'est exactement comme ça que je le veux. Après, il y a une sorte de travail en ping-pong, et on améliore les choses, quoi. Voilà ce que ça a donné. Oui. Etc.
Donc là, c'est à la fois conception de texte, c'est-à-dire que les textes étaient à la fois, on a reçu des statistiques, il fallait comprendre ces statistiques, les réinterpréter visuellement, J'imagine. et pour les faire comprendre, on a à la fois l'image, mais on a aussi le texte. Et pour moi, ce que je voulais, c'est faire un livre que ma fille comprenne. C'était de se dire, comment on peut rendre compte de cette réalité difficile. Et alors, est-ce qu'elle a compris? Je pense pas, mais Non, peut-être dans quelques années. Ça Elle a peut-être compris d'autres trucs. C'est toujours marrant ce que comprennent les enfants. Hein. C'est pas toujours ce qu'on veut leur transmettre. Ça passe en diagonale. Mais il reste toujours quelque chose. Après, il y a des choses incroyables. C'est-à-dire, on a découvert quand même ce truc-là. C'est le croisement de 3 statistiques. En 2010, il y avait encore 388 personnes qui étaient aussi riches que 3,4 milliards de personnes, donc la moitié de la Terre. En 2015, ils étaient 62. Et quand le livre est sorti en 2017, janvier 2017, ils étaient plus que 16. Donc voilà, c'est des choses qu'on lit rarement dans les revues, quoi. Donc comment arriver à montrer que par exemple la fraude fiscale a des conséquences sur notre quotidien, etc., etc. Bon, bref. Alors un objet surprise. Oui, un objet surprise. L'objet surprise. L'objet surprise. Puisque vous êtes à la maison, il faut aller dans du privé. Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est ce que j'aurais. Donc c'est ce qu'on fait quand on ne fait pas de graphisme. J'avoue que ça, c'est pas mal. C'est bon? Alors. Donc voilà, c'est la deuxième passion, qui est la montagne. Qui aurait pu à un moment prendre le dessus sur la première. C'est vrai? Oui. Mais on a choisi le graphisme. Donc c'est du snowboard. Ça, c'est du snowboard. J'étais à 17-18 ans en Savoie, parmi les personnes qui ont introduit un peu le fun. Il y avait le ski jusqu'à, je dirais, 1970. Tout le monde faisait du ski. Et tout d'un coup, il y a eu de nouveaux objets qui ont été le monoski, qui ont été Et ça, c'était la révolution. C'est-à-dire, tout d'un coup, on pouvait descendre une montagne à une vitesse incroyable. Voilà, c'était... Et ça a fini jusqu'à une avalanche où j'ai décidé de ne plus en faire en haut risque, quoi. D'accord. Mais c'est une partie de c'est une partie de moi qui revient d'une manière plus apaisée maintenant, mais qui était virulente, qui était un peu dangereuse même. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour clôturer cette interview? Alors justement, je pense que surtout ne clôturons pas. Je pense qu'il y a tellement de choses qui sont encore ouvertes, tellement de choses qui sont... Comme moi, j'espère pouvoir encore aborder tellement de choses. Il me semble que chaque jour apporte des problématiques nouvelles, des manières différentes. À la fois les avancées technologiques, mais ça, je dirais que je ne suis pas celui qui est le plus fervent de ces questions-là. Les transformations politiques, qui ne sont pas spécialement joyeuses, mais qui font qu'on est obligé quand même de réagir autrement qu'il y a quelques années. Et en même temps, je dirais des petites parcelles de choses qui sont extrêmement... où on peut se dire, tiens, quand même, l'être humain est génial. Donc on est à la fois dans une sorte de désolation quand on regarde l'ensemble et de grand optimisme quand on rencontre des individus. Et moi, c'est ce qui continue à me fasciner et qui est la raison
voilà, de la nécessité de poursuite de cet engagement. Un immense merci à Rudy Bord pour son accueil chaleureux et pour cet échange très inspirant. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!